Alors, je m'appelle Damien Carême, j'ai été maire entre 2001 et 2019 de Grande-Synthe, une ville de 23 000 habitants située dans la banlieue dunkerquoise, dans le nord de la France. J'ai démissionné parce que j'ai été élu député européen donc en mai dernier et me voilà maintenant député européen dans le groupe écologiste du Parlement européen. Alors l'expérience de Grande-Synthe sur l'hospitalité, c'est qu'on est situé à 40 km de Calais et c'est que depuis 2004, la fin de Sangatte à peu près, quelques années après, on a commencé à accueillir ce que j'appelle moi des chercheurs de refuge sur notre territoire parce qu'on est sur le bord de l'autoroute qui amène à Calais et j'ai une station-service située sur la commune et donc les gens s'arrêtaient dans la journée, la nuit grimpaient dans des camions pour rejoindre l'Angleterre via Calais. Il y avait quelques dizaines de personnes entre 2004 et 2015. Et à l'été 2015, avec le conflit syrien, il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées. Ils sont arrivés à près de 2500 en quelques mois. Et à ce moment-là, j'ai alerté l'État français parce que c'est dans ses prérogatives, et c'est dans ses compétences, pour voir quelles solutions ils allaient trouver pour éviter de laisser ces personnes vivre dans complète indignité sur le territoire de ma commune. L'État n'avait aucune réponse à ce moment-là. Et l'hiver arrivant, l'automne, l'hiver, ils étaient sur un terrain où rien n'était prévu, donc pas accès à des sanitaires, pas accès à de l'eau courante, pas accès à rien, au minimum de ce que tout être humain a le droit. J'ai dû me décider avec Médecins sans frontières d'organiser un camp humanitaire, c'est pour répondre à cette urgence humanitaire. Ça a été compliqué avec l'État, j'ai dû me battre pour arriver à imposer cette idée-là. Ils en sont arrivés quand même au fait qu'il n'y avait pas d'autre solution à cette époque-là. Donc l'État a même fini par reconnaître l'existence de ce camp, dont il ne voulait pas au départ, m'a accompagné dans le fonctionnement. Malheureusement, un an après, le camp a brûlé suite à une bagarre générale sur le camp, des conflits ethniques, des conflits entre communautés sur le camp. Et depuis, c'était en avril 2017, et depuis, on gère tant bien que mal l'arrivée de ces personnes, parce qu'il en arrive tout le temps, qui veulent rejoindre l'Angleterre. Et finalement, on a abordé l'hospitalité dans la ville comme ça, avec les habitants, parce que j'ai eu toute une phase d'explication, parce qu'il a fallu communiquer sur qui étaient ces personnes, d'où elles venaient, pourquoi elles étaient là. Et voilà, j'ai fait ça régulièrement auprès de la population, ce qui fait que j'ai jamais eu de mouvement de protestation, j'ai pas eu de manifestation, pas de pétition contre l'implantation de ces personnes, contre l'arrivée de ces personnes. Au contraire, les habitants m'interpellaient en me disant mais on peut pas les laisser vivre dans ces conditions-là, parce qu'en fait, ils voyaient les images des conditions de vie dans lesquelles ils étaient à la télévision. Et voilà, ils se sentaient mal à l'aise pour ces personnes. Et pourtant, dans ma ville, la situation sociale n'est pas reluisante, puisqu'on est à 28% de taux de chômage, 33% des foyers qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc voilà, ce sont les familles les plus en difficulté qui finalement sont les plus solidaires. Et on s'est rendu compte après, quand on a construit le camp, quand on a créé le lien entre cette population accueillie et la population accueillante, dans les écoles de la ville, dans les fêtes, dans les concerts où les musiciens du camp venaient jouer, voilà, dans les matchs de foot, dans du sport, dans des rencontres sportives, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une sacrée humanité qui s'était mise en place entre les deux populations. Et un jour, il y a un anthropologue qui me dit, j'étais sur le marché, je discute avec une dame, et on avait été capitale française de la biodiversité en 2010. Elle a dit à ce monsieur, on était capitale française de la biodiversité, maintenant on est capitale française de l'humanité. Voilà, donc même une population en difficulté s'est appropriée cette humanité-là, et ça a été une vraie fierté. En plus, il le voyait, on en parlait à la télévision en des termes plutôt positif, parce qu'on mettait quelque chose en place pour ces personnes-là. On avait un autre regard, on apportait d'autres solutions que le rejet, que les expulsions, etc., ce qu'on peut voir malheureusement un peu partout. Donc voilà l'humanité, comment on l'a intégrée dans la ville, mais quand on parle d'écologie, pour moi, ça fait partie intégrante, l'humanité de l'écologie. Moi, ce que je voulais, c'est en France, créer un réseau en France, qui n'existait pas à ma connaissance en France. Pourquoi ? Pour faire un contre-pouvoir par rapport à l'État. Et donc, j'ai créé, avec un certain nombre d'autres villes, l'Association nationale des villes et territoires accueillants. C'était en septembre, ça va faire 1 an qu'on a créé cette association. Il y a aujourd'hui une trentaine ou une quarantaine de collectivités. Il y a aussi 2 conseils régionaux
c'est extrêmement important parce qu'ils apportent des aides aussi au logement d'urgence ou des choses comme ça. Il y a un conseil départemental qui va peut-être adhérer derrière. Il y a des grandes villes comme des petits villages de 300 habitants derrière. Là, ce que je voulais, c'est donc de rassurer les maires sur c'est possible, regardez tout ce qu'on peut faire dans une ville. Mais c'est aussi de raconter une autre histoire sur l'accueil de ces réfugiés parce qu'on n'en parle que de manière négative. Médiatiquement, c'est quand même, on va sur le sensationnel à un moment donné, il y a eu un problème quelque part, on va faire des images sous les ponts à Paris, on va faire des images de l'occupation d'un square à Nantes, on va faire des images de Ouistreham, là où il y a des gens à l'extérieur, etc., qui mangent dehors. On va jamais là où il y a des choses organisées, qui marchent bien, avec les élus locaux, avec la population, avec les associations. Et c'est ce qu'il faut, au niveau français comme au niveau européen, c'est vraiment raconter une autre histoire sur l'accueil. Il n'y a pas eu de crise migratoire, il y a une crise de l'accueil en Europe. Ça, je martèle ça depuis des années, parce que finalement, ils ne sont pas arrivés très nombreux. Et sur notre continent, où on est plus de 500 millions d'habitants, est-ce que 3 millions, 4 millions de personnes, c'était ingérable? Non, on a les moyens de le gérer. On est en plus la première économie du monde, l'Europe, donc on peut organiser les choses. Il faut simplement montrer ce qui fonctionne et qu'est-ce qui est possible de construire en tant qu'élu local avec ces personnes-là et avec ce problème-là. Mais il faut l'État, c'est clair, parce que c'est quand même de la prérogative d'État. C'est pas normal que ce soit une municipalité qui soit obligée de payer, d'engager des dépenses. C'est de la responsabilité de l'État. L'idée de ça, c'est de faire bloc pour demander à l'État de prendre en charge en disant « nous, on est prêt à accueillir », ce qu'avaient fait les villes refuges, « nous, on est prêt à accueillir, allez-y, organisez l'accueil chez nous, nous, on va s'occuper localement de la situation ». Donc, on a créé ce réseau, j'ai été en contact avec le même réseau de villes en Italie, il y a un réseau qui se constitue en Belgique, il y en a un en Allemagne, et tout ça après, on va faire, on va se regrouper pour voir après avec les villes refuges, on va peut-être fondre tout ça parce que c'est pas intéressant qu'il y ait plusieurs associations qui travaillent sur la même thématique. Donc il faut qu'on essaye de rassembler tout ce monde-là pour pour montrer que c'est une richesse qui arrive sur notre territoire. Oui, ça dépend sur quelle problématique. Sur celle de l'accueil, par exemple, c'est le bon niveau. L'Europe essaye d'organiser l'accueil ou le non-accueil, Frontex, aux frontières de l'Europe. Je pense que, justement, avec ces réseaux de villes qui existent, montrer à l'Europe que non, il y a des villes qui sont d'accord pour faire. Donc, plutôt que de dépenser des milliards dans des dispositifs où on refoule les migrants, dépensons ces milliards pour accueillir correctement. Et justement, ces réseaux de villes peuvent être un appui aux politiques européennes pour organiser cet accueil et ne pas laisser dire, comme je commence à l'entendre au Parlement européen, non, les villes n'en veulent plus, les pays n'en veulent plus, c'est faux. Moi qui parcours beaucoup la France autour de thèmes, de débats autour du thème de l'accueil en France, moi je n'ai pas du tout l'image qu'on a d'un pays qui ne veut pas accueillir. Je vois des salles pleines de gens qui disent « mais comment on peut faire? Comment nous, on peut s'impliquer derrière ?» Et ça, je pense que c'est une réalité partout en Europe. Donc il faut simplement, un, l'organiser, et deux, que l'Europe vienne en appui pour ses politiques, pour la décision de ses politiques, sur ces réseaux de villes accueillantes, par exemple. Mais ça peut être vrai aussi dans plein de choses. Vous savez, moi, la lutte contre le changement climatique, par exemple, elle peut se décider au niveau mondial avec l'accord de Paris, au niveau européen pour un certain nombre de choses, mais c'est localement qu'on le met en œuvre. Les politiques de transport, les politiques d'habitat, les politiques de consommation locale, d'agriculture urbaine, tout ça, c'est au niveau local que ça joue. Et le maire a pouvoir sur tous ces secteurs-là. Donc il faut... il y a un accompagnement, une facilitation qui pourrait être donnée par l'Europe à ces territoires qui sont engagés dans toutes ces causes. C'est autour de la dignité que ça fonctionne dans la ville. Et c'est vrai que ce qui m'importe, c'est les gens qui ne vont pas bien, essayer de leur trouver des solutions à ces personnes-là, c'est prioritaire. Après, une fois qu'on travaille pour ces personnes-là, de toute manière, on travaille pour l'ensemble de la ville. Et en fait, dans tous les champs, dans toutes les prérogatives de la municipalité, que ce soit la culture, que ce soit l'éducation, que ce soit le logement, que ce soit la nature, que ce soit l'éducation populaire, on s'appuie énormément sur l'éducation populaire. Voilà, c'est le travail sur la dignité. Et comment le modèle dans lequel on est, parce que c'est la remise en cause de ce modèle de développement dans lequel on est, qui pose les problèmes aujourd'hui, et c'est ce que j'explique depuis des années à la population. Toutes les crises qu'on connaît aujourd'hui, la
crise climatique, la crise sociale, la crise démocratique, la crise financière, la crise de la biodiversité, tout ça ne tient qu'au modèle de développement dans lequel on est depuis les années 50, grosso modo. Et c'est comment on remet en cause ce modèle-là pour réapprendre à vivre ensemble, à se réapproprier notre avenir et le construire ensemble, notre avenir. C'est le pouvoir de vivre, en fait, qu'on améliore chez chacun des habitants. Et on met une autre forme de société en place derrière. Et ça, quand on explique tout ça à la population, ils comprennent l'enjeu, ils comprennent où on veut en venir et quel type de société on veut derrière. J'ai été vice-président au transport sur l'agglomération. On a adopté la gratuité des transports en septembre dernier. Mais c'est un succès dingue. Aujourd'hui, on a plus que doublé le nombre de voyageurs. Il n'y a plus d'engorgement automobile dans le centre de l'agglomération. Les parkings sont à moitié vides. Donc, du coup, on va pouvoir regagner de l'espace pour remettre de la nature en ville. On améliore la qualité de l'air. Et puis surtout, on considère le transport comme un bien commun. Et voilà, on redonne sens, en fait, même à la mobilité derrière et comment on la réinterroge, comment la mobilité est un lien social, comment la mobilité intervient dans le quotidien. Et la dignité est au cœur de tout. Pour moi, c'est ça, parce que permettre à des gens de se déplacer alors qu'ils n'avaient peut-être pas le 1,40 €, même s'il y a les tarifications sociales, c'est une justification, mais ça reste un coût pour des personnes, pour une famille de 4 enfants, voilà, même s'il y a une tarification sociale, ça reste un coût que certains ne peuvent pas se permettre. Aujourd'hui, je vois le nombre de personnes qui, depuis que c'est gratuit, vont à la plage sur Dunkerque chez moi, alors qu'ils n'y allaient pas auparavant. Parce qu'aujourd'hui, il y a une habitude de prendre le bus, on ne prend plus de tickets, on n'a pas peur de se faire engueuler parce qu'on n'a pas payé son ticket de bus. Et puis surtout, alors l'autre phénomène, c'est que ça va faire bientôt 1 an, on a baissé de 56% les incivilités dans les transports en commun. Donc voilà, la gratuité, au contraire, elle ne détruit pas, elle ne dégrade pas. Et les chauffeurs de bus qui avaient un peu peur de cette gratuité, ils nous disent aujourd'hui, les gens nous disent bonjour quand ils rentrent dans le bus, ce qu'ils n'avaient pas auparavant. Voilà, c'est des exemples très précis, mais qui fonctionnent.